Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicola Townend et je suis professeure de français et d'allemand à une école secondaire à Toronto et je fais partie aussi de l'équipe LinkDear. Je travaille alors à ce projet depuis quelques années avec Enrica et alors elle m'a demandé de vous présenter un scénario comme exemple que j'ai créé moi-même il y a quelques années et que j'utilise avec mes élèves de 10e année, alors qu'ils sont en 2e année d'allemand, parce qu'ils commencent chez moi l'allemand en 9e année, euh, pour montrer comment on pourrait faire un scénario actionnel et avec des aspects plurilingues et pluriculturels. Alors, oui, c'est un scénario que moi j'utilise avec des élèves de 10e année, mais pour les adultes, je pense que c'est aussi un scénario qui se laisse très facilement adapter. Alors, je présente le scénario. Imaginez que la bibliothèque de ton quartier fait un projet. On veut que plus d'enfants lisent et écoutent plus d'histoires. On y a collectionné des exemples d'histoires et de contes de fées pour enfants, mais tu lis ces histoires et tu trouves quelques problèmes. Il n'y a pas assez d'histoires pour enfants en allemand. Et c'est l'an 2020. Les histoires sont souvent démodées et pleines de stéréotypes. Alors, tu décides d'écrire ton propre conte de fées pour ajouter à la collection, mais avec des aspects modernes pour les enfants d'aujourd'hui. Vous pouvez voir sur le site web Light l'explication de ce scénario qui s'appelle en anglais pour l'instant Traditional Storytelling for the 21st Century. On peut aussi changer la langue pour avoir la version française de la page et la traduction des scénarios en général continue. Alors vous allez avoir le scénario en français aussi. Pour l'instant, je vous montre la page en anglais. Alors, mais je vais vous montrer comment j'ai fait chaque étape avec mes élèves. Alors, on commence avec la première tâche. On discute de l'importance des histoires d'enfants en général. On pose quelques questions pour commencer. Quand tu étais jeune, quels étaient tes contes favoris? Quand et où as-tu entendu ces contes? Pourquoi est-ce que tu aimais tellement ces contes? Bien sûr que moi, j'ai posé ces questions en allemand, mais juste pour vous montrer comment ça marchait. Quel conte de fées connais-tu? Maintenant, c'est un moment pour un remue-ménage. Quel conte de fées as-tu aimé quand tu étais petite? Pourquoi les contes de fées sont-ils importants et qu'as-tu appris? Et ils m'ont donné plusieurs exemples, je les ai mis là. Il y en a beaucoup qui viennent en fait des frères Grimm euh, en Allemagne et qui ont collectionné plusieurs et publié plusieurs contes de fées très connus autour du monde. Mais il y a aussi des exemples de contes de fées qui sont d'origine française ou des contes, par exemple, j'ai un élève dans ma classe qui est russe d'origine et il a sorti, par exemple, Baba Yaga et Pierre et le Loup qui sont des contes d'origine russe. Alors l'idée au niveau de l'aspect pluriculturel, c'est vraiment de, de, de d'encourager les élèves à intégrer pas juste ce qu'ils savent en allemand ou ce qu'ils ont peut-être déjà lu en allemand, mais vraiment de penser à tout ce qu'ils savent au-delà de leur idée de la salle de classe d'allemand. Ouais. Un conte à reconstruire. Alors, j'ai découpé, j'ai photocopié un conte et je l'ai découpé en morceaux. J'ai donné les morceaux aux élèves en groupe de 2 et ils devaient d'abord essayer de remettre les morceaux en ordre chronologique pour faire une histoire qui fait du sens. Ça aide si les élèves connaissent déjà l'histoire, bien sûr, mais même s'ils connaissent un peu l'histoire, ils doivent quand même regarder plusieurs aspects de la langue pour décider dans quel ordre il faut mettre les morceaux, parce que ce n'est pas juste le contenu de l'histoire, l'intrigue qui aide, mais aussi, même ils ne comprennent pas beaucoup des mots de vocabulaire, ils peuvent quand même identifier des mots qui aident avec des aspects. Par exemple,
Qu'est-ce qui a aidé à trouver l'ordre correct? On écoute un MP3 avec un conteur professionnel qui raconte l'histoire et en écoutant, ils se rendent compte de l'ordre correct des morceaux et puis on pose la question, qu'est-ce qui a aidé à trouver l'ordre correct? Par exemple, il voit qu'il y a une section qui commence avec Il était une fois. Ah, ça semble être le début de l'histoire. Et puis, d'autres aspects un jour et puis le lendemain et de nouveau et ce soir-là. Ils peuvent utiliser des choses comme ça pour la troisième fois pour aider avec la chronologie. OK? Ça, c'est l'exemple. J'ai donné à mes élèves le conte de fées Rumpelstiltskin. Et là, vous avez des exemples de morceaux. Alors, ils ont reçu des morceaux comme ça sur papier découpé. On pourrait très bien faire ça si on ne peut pas utiliser le papier avec des sections scannées et puis découpées en morceaux pour qu'ils mettent en ordre comme ça, même si on fait l'exercice en ligne, par exemple. Et puis, le deuxième jour, ou oui, le deuxième étape, mes contes d'enfance favoris. On encourage les élèves à chercher à la maison des livres qu'ils avaient quand ils étaient très petits, quand ils étaient encore à l'âge où c'est leurs parents qui leur lisaient des histoires. Ils n'étaient pas encore capables de les lire eux-mêmes. Et alors, ils sont censés apporter en classe un ou deux livres qu'ils aimaient vraiment quand ils étaient petits ou petites. Et puis, ils se mettent en cercle et ils lisent à haute voix, peut-être pas toute l'histoire, mais une section de l'histoire, par exemple. Et espérons, ça dépend vraiment du groupe qu'on a, mais on encourage les enfants, les élèves aussi à apporter des exemples de livres qu'ils lisaient peut-être dans d'autres langues quand ils étaient petits. C'est vrai que à Toronto, on a plusieurs élèves qui parlent une autre langue à la maison. Et alors, on les encourage à connecter leur langue maternelle avec les langues qu'ils apprennent à l'école. Alors, on dit, ah oui, bien sûr, si c'est un livre en chinois, apporte-le. Si c'est un livre en espagnol, apporte-le. Et puis, oui, même si c'est une langue que les autres dans la classe ne comprennent pas, vous allez lire au moins un peu, et puis les autres vont d'abord essayer avec ceux qui savent peut-être sur quelques langues en détail, en profondeur, et peut-être quelques aspects d'autres langues. Ils peuvent essayer de deviner ce qui se passe dans l'histoire. Ils peuvent aussi deviner à l'aide de la façon dont la personne raconte l'histoire, avec leur ton de voix, les voix différentes. Par exemple, si c'est une souris qui parle, on utilise une voix comme ça. Et puis si c'est un ours, on utilise une voix comme ça. Alors c'est aussi, ça aide avec la compréhension quand on pense à comment bien raconter une histoire. Alors en cercle, ils lisent et puis ils discutent en petits groupes ce qui se passe. Ils essayent de deviner et puis la personne qui a lu explique. Et puis pour faciliter la compréhension, il faut que la personne qui raconte utilise des gestes, leur voix, comme j'ai déjà mentionné. Et puis, on pose la question, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui a aidé à comprendre? Et puis, les autres dans le cercle essayent de faire un résumé de l'histoire. Et puis, on pose encore la question, quelles sont les expressions narratives qui ont aidé et qu'est-ce que les plusieurs histoires qu'on a entendues aujourd'hui ont peut-être en commun. J'ai mis là la photo de La Belle et la Bête, la version de Jean Cocteau de 1946. C'est un film que nous montrons à nos élèves de 8e année pour faire discuter le conte de fées. Mais aussi, c'est intéressant au niveau de l'aspect cinématographique parce que il y a des effets spéciaux de 1946 qui étaient vraiment au début de l'ère des effets spéciaux. Alors, c'est intéressant à discuter pour cette raison-là aussi.
Et puis, ayant fait cet exercice-là, on encourage les élèves à utiliser une feuille comme ça, un graphic organizer. Les sections sont organisées dans les 4 sections du Medicine Wheel. Comme ça, on encourage les élèves à être conscients des aspects qui sont liés aux plusieurs phases de la vie ou aux aspects de, par exemple, l'esprit et puis les émotions et tout ça. On les connecte comme ça aussi. Et puis les outils de la langue qui aident avec la connexion de tout ça. Alors, ils peuvent utiliser ça et ensemble collaborer et écrire sur une feuille. Ou ce que j'ai fait l'année dernière, ils peuvent utiliser quelque chose comme Jamboard, qui fait partie du groupe Google. Et puis, ils peuvent faire un remue-ménage et mettre comme ça, comme sur des sticky notes virtuels, des exemples. Par exemple, humains, animaux, et comme ça, ils ont fait ça en anglais pour moi parce que je voulais vraiment qu'ils sortent le maximum d'idées. Mais je vous montre juste quelques exemples. Voilà. Et puis, ils ont mis des flèches pour essayer de connecter ce qui va avec quoi. Et là aussi. Alors, qu'est-ce que ces contes ont en commun? Souvent, ils ont dit, ah, il y a des animaux qui peuvent parler. Il y a beaucoup de répétitions dans les contes de fées spécifiquement. Il y a des sons et des voix intéressants, des enfants ou des jeunes qui sont souvent très pauvres, ou extrêmement riches aussi, très riches ou très pauvres, des princes, des princesses, des rois, des reines, châteaux et palais, des problèmes de santé. Souvent, il y a des parents qui meurent dans les contes de fées. Et puis l'amour et le mariage et des gens souvent qui sont soit très très bons ou très malfaisants. Souvent, on voit les extrêmes dans les contes de fées. Les choses sont plus simples, peut-être parce qu'ils sont censés être pour les jeunes, mais en fait, les contes de fées, à l'origine, n'étaient pas juste pour les petits-enfants, ils étaient aussi pour des gens de tout âge, des choses qu'on racontait de façon orale, parce que souvent on racontait des contes de fées, même dans des familles où on n'était pas capable de lire, où on n'avait pas l'argent pour se payer des livres, surtout des livres pour enfants, c'était un grand luxe. Pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment un grand luxe. Et puis, raconter une histoire. Les outils linguistiques, maintenant, on leur dit, OK, vous allez bientôt vous préparer pour écrire votre propre conte de fées. De quoi as-tu encore besoin? Et puis, par exemple, avec les contes de fées en allemand, le temps du verbe qu'on utilise le plus souvent, c'est l'imparfait. En français, ça serait le passé simple. On utilise très souvent le passé simple dans les contes de fées, plus souvent que quand on parle, bien sûr, ou même que dans d'autres textes que les élèves lisent régulièrement. Alors, c'est une bonne façon d'incorporer l'aspect de grammaire aussi. Alors, pour le vocabulaire, quels mots sont populaires dans des contes que tu ne connais pas encore assez bien? Et puis, cherche ce dont tu as besoin, pratique ce qui est nouveau, et puis essaye de raconter d'une des histoires que tu as déjà entendues à l'oral. Alors, c'est à ce moment-là que les élèves disent, OK, j'ai besoin de quelques outils pour m'aider. Et puis, ils cherchent et aussi on leur donne. Par exemple, on peut dire, OK, pour comprendre comment on utilise ce nouveau temps du verbe, voilà de l'explication, voilà des exercices même pour qu'ils puissent vraiment s'entraîner avant d'appliquer ce qu'ils ont appris au niveau grammatical dans le grand travail de la fin du scénario, la grande tâche culminante. Très important aussi, et c'est très facile à faire, il faut juste, surtout en français,
On peut chercher en ligne et il y a beaucoup d'exemples parce que c'est une langue qui est parlée vraiment partout au monde. Des contes qui ne sont pas d'origine européenne. Alors, lis de nouveaux contes. Ici, j'ai trouvé deux contes en allemand. Der Zauberhut, le chapeau magique, et un conte inuit, Der kluge Dieb, le voleur malin, ce qui est un conte chinois. Ces contes ne proviennent pas d'Europe. Quels aspects sont différents des contes des frères Grimm, par exemple, et quels aspects sont similaires? Là, j'ai juste mis un exemple. Vous allez remarquer que j'ai dû utiliser du blanc pour changer un mot dans le titre de ce document. Et puis, je fais remarquer ça par les élèves. Je leur dis, ah, vous avez remarqué quelque chose? Il y a un mot que j'ai dû changer. J'ai mis Inuit. Qu'est-ce qui était le mot qui était là avant? Et puis, ils disent, oh, c'était probablement Eskimo. Et c'est vrai que j'ai expliqué, OK, mais pourquoi est-ce que j'ai dû changer ça? Ah oui, c'est parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas, ou on n'utilise plus. Alors, c'est une façon aussi de faire remarquer quel terme dans quel sens on doit être conscient des mots qu'on utilise. Juste, si ça vous intéresse et si vous ne connaissez pas encore le site web Wapikoni est un site web qui encourage et qui finance les jeunes personnes indigènes au Canada, surtout au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, à créer des courts-métrages, des petits films et des chansons, parfois en français ou en anglais, mais souvent aussi en langue indigène. Et puis, il y a souvent des sous-titres. Alors, même si vous trouvez, par exemple, un court-métrage qui est dans une langue indigène, comme celui que je vous montre là, L'enfant qui plantait des clous, ce que je recommande absolument, c'est fantastique comme introduction à l'importance des histoires pour enfants. Surtout avec l'idée de la morale et tout ça. Mais il y a des sous-titres en français. Et si vous regardez, il y a en fait aussi des sous-titres dans d'autres langues aussi. Alors, ça se laisse servir. Oui, dans plusieurs langues différentes. Les élèves peuvent même, une fois qu'ils ont bien compris l'histoire, jouer un peu avec le site pour re-regarder le film et voir les autres langues. Et puis, si vous cherchez ailleurs, il y a d'autres choses fantastiques sur ce site. Alors, maintenant, nous avons l'aspect moderne de notre tâche. Il faut reconsidérer les messages importants. Un conte, souvent, est là pour expliquer aux enfants ou aux gens pourquoi il faut se comporter d'une certaine façon, pourquoi il faut être honnête, pourquoi il faut être généreux, des choses comme ça. Mais en faisant ça, souvent, il y a beaucoup de stéréotypes. Alors, quelles sont les morales des contes que tu as lus? Ces morales sont-elles toujours actuelles? Et y a-t-il des morales plus appropriées pour les enfants d'aujourd'hui? La majorité des morales sont encore actuelles. S'il faut encourager les enfants à être généreux, c'est toujours nécessaire aujourd'hui. Mais il y a parfois des aspects de l'histoire qu'on pourrait changer. Par exemple, souvent, s'il y a une princesse dans l'histoire, elle veut se marier avec un prince. Et on ne parlait jamais à l'époque de l'idée de se marier avec une autre princesse. Ou la même chose, par exemple, de montrer que avec des différents groupes culturels et tout ça, on peut aussi penser au mariage comme ça ou aux relations. Même si dans les contes d'origine européenne, on ne parlait pas de la race parce que ce n'était pas un thème dans ces histoires. Alors, dans quelle situation serait-il bien de les mettre en question ou de les éviter? Puis, on commence à écrire notre propre conte de fées original, inspiré par d'autres contes peut-être, mais quand même original, avec un message ou une morale moderne, mais avec des aspects traditionnels aussi. Alors, on peut toujours avoir un roi qui habite dans un château, par exemple, mais peut-être qu'il a un téléphone cellulaire, peut-être qu'il est tout le temps sur Snapchat et il n'a pas assez de temps pour faire son travail, par exemple.
Il faut incorporer le vocabulaire, les expressions, les aspects de grammaire qu'on vient d'apprendre. Et puis, on a une phase de révision et de correction suggérée par les pairs. Je mets les élèves en groupe de 2 et avec leurs partenaires, ils échangent leurs comptes à un moment avant avant de finaliser vraiment le compte pour me le rendre pour les corrections. Et puis, ils lisent et ils se posent des questions. Est-ce que l'intrigue est claire et facile à suivre? Est-ce qu'il y a des passages obscurs? Et puis, assez de description. La morale est claire. Est-ce qu'il y a des erreurs flagrantes? On s'attend pas à ce que les élèves corrigent toutes les erreurs de l'autre personne, mais ils peuvent quand même indiquer, juste peut-être en soulignant, des choses qu'ils voient, oh, tu as fait plusieurs fois ça et en fait, je pense que ce n'est pas correct. Va chercher, va vérifier dans le dictionnaire, par exemple. Et puis, on pense encore une fois à comment raconter un conte de fées de façon professionnelle. Et puis, pour ça, je fais écouter plusieurs exemples de contes de fées pour que les élèves puissent vraiment se concentrer sur la voix, comment on utilise la voix, le volume, la clarté, des voix différentes pour représenter des personnages différents, la vitesse, les pauses, l'emphase sur quelque chose, les expressions de visage, les gestes, les mouvements. Et puis, ils pratiquent d'abord en petits groupes. Et puis, après, quand ils sont prêts à faire la grande présentation, ils présentent en cercle, toujours en cercle. Et puis, ils présentent une fois pour tout le monde en cercle. Ça, c'est la tâche finale. Ça, c'est la tâche culminante qui va être évaluée aussi. En ce qui concerne la connexion avec ce scénario et les aspects de la préparation des scénarios, le développement des scénarios que Enrica vous explique, je vous montre un peu quelques aspects pour voir comment j'ai commencé à développer ce scénario pour devenir celui que je viens de vous expliquer. D'abord, ce scénario s'applique surtout aux élèves ou aux étudiants au niveau au moins A2 ou peut-être B1 ou même B2, dépendant. On peut très bien faire ça au niveau B2 aussi. Moi, je fais ça avec les élèves du secondaire, mais les adultes s'intéressent toujours, je pense, aux histoires et peuvent toujours se souvenir de leur enfance, j'espère. Et puis pour moi, la langue cible était l'allemand, mais on peut développer ce scénario pour des élèves et des étudiants de français ou de n'importe quelle langue. Et puis on intègre, ça fait partie du scénario, on intègre les autres langues que les élèves connaissent. Alors voilà, je vous mets la description du scénario qu'on leur donne le premier jour pour introduire le scénario en général. Et puis à la fin, les objectifs d'apprentissage, on leur dit ce qu'ils vont pouvoir faire. On adapte ces objectifs selon ce qui est dans le scénario. Alors vraiment identifier des stéréotypes communs dans les contes de fées, et puis identifier des caractéristiques communs aux contes de fées et des légendes de régions germanophones dans ce cas. Puis, l'étape numéro 2, sélectionner les can-dos descriptors que Enrica vous a présenté. Alors, d'abord, c'est le quoi. Alors, les activités communicatives. Et puis, on explique ça aussi particulièrement lié au scénario qu'on fait. Alors, qu'est-ce que les élèves vont pouvoir faire à la fin de ce scénario? Et puis, comment, communicative competences, qu'est-ce qu'on doit avoir ou apprendre pour faire ce qu'on veut faire à la fin. Ça, c'est l'aspect actionnel aussi. Alors, le côté linguistique, de grammaire, de vocabulaire et tout ça. Et puis, encore une fois, le comment avec les compétences communicatives, pragmatiques et sociolinguistiques aussi. Et puis là, vous voyez quelques exemples de choses. Quelle sorte, ce n'est pas juste
qu'ils lisent en allemand, mais quel registre est-ce qu'ils utilisent quand ils écrivent ou quand ils lisent, et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on utilise cet aspect-là. Et puis les aspects socioculturels et plurilingues et pluriculturels. Il faut vraiment penser à ce qu'on veut faire sortir dans les questions qu'on pose aux élèves et en les encourageant, surtout s'ils n'ont pas l'habitude de le faire, à vraiment lier ce qu'ils font dans la classe de langue avec ce qu'ils connaissent déjà dans d'autres langues ou dans leur vie personnelle. Et puis, étape 3, développement du scénario. On commence à diviser. Si on décide qu'à la fin, on veut qu'ils puissent écrire leur propre et présenter, raconter leur propre conte, qu'est-ce qu'on doit faire pour leur donner les outils nécessaires pour faire ça? Et on revient en arrière, on commence avec, OK, pourquoi? L'importance des histoires d'enfants. Et puis, on les encourage à rendre visite à leur enfance pour voir ou relire des contes ou des histoires qu'ils aimaient bien. Et puis, ils pratiquent. Et puis, ils arrivent au point, comme j'ai mentionné, où ils utilisent le vocabulaire et la grammaire qui est peut-être nouveau à ce point-là. Les compétences et habiletés impliquées dans une tâche. Vous voyez là une représentation de plusieurs aspects, par exemple l'aspect pragmatique, socioculturel, et puis l'aspect plurilingue et pluriculturel qui est particulièrement fort dans ce scénario. Et puis, étape 4, faire une réflexion. Quand on fait suivre les étapes du scénario sur le site web Light, on encourage les élèves à la fin d'aller faire une réflexion pour vraiment voir ce qu'ils ont pu développer et comment ils se sentent à la fin du scénario en ce qui concerne les 4 sections de la Medicine Wheel. Alors l'aspect communauté qui est très fort dans un scénario sur les contes, les émotions, absolument, c'est un aspect qui est très bien développé aussi dans ce scénario, les actions et puis les pensées en général. Alors ils vont et ils font des auto-évaluations avec la réflexion. Et puis en ce qui concerne l'évaluation, vous avez peut-être un outil d'évaluation un peu plus complexe que ça, mais ça juste pour que les élèves aussi puissent faire une auto-évaluation. Vous voyez les can-do descriptors et les can-do statements que j'ai présentés juste avant. Et puis les élèves doivent vraiment penser, est-ce que je peux vraiment faire ça maintenant tout seul ou avec un peu d'aide ou pas encore? Jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont arrivés à la fin de la tâche culminante. Alors, j'ai suggéré à Enrica de vous faire parvenir les diapos pour cette présentation. Comme ça, vous pouvez très bien sortir des aspects, relire quand vous avez le temps. Et vous n'avez pas forcément besoin de re-regarder cette vidéo. Mais si vous avez des questions, ou si vous connaissez des profs d'allemand qui s'intéresseraient à avoir des copies de mes ressources, je peux très bien les partager. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Voilà mon nom, encore une fois, Nicola Talmant, et mon adresse email. Et merci beaucoup de votre attention.